Je vais vous présenter juste une petite anecdote. On rencontre des jeunes, on va dire, comme ça, on ne donne pas d'âge. On rapporte ça à notre direction, et notre direction nous dit vous avez plus de 18 ans. Vous avez parlé au plus grand. Ah bon? Et toute la démarche, je me dis, mais pourquoi on est dans ce truc-là? Pourquoi il faut parler aux plus grands? Il faut tourner la tête aux plus jeunes? Il ne faut pas leur demander leur âge? C'est très compliqué. Et puis, bon, la direction qui nous dit, oui, mais voilà, imagine, tu discutes, tu donnes un kit, le jeune fait noder, les parents portent plainte, il n'avait pas 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, tiens, c'est qu'il me manque quelque chose. Donc j'ai été voir ce que disait la loi autour des CARUD et de la RDR. Effectivement, on ne trouve pas grand-chose, hein, des trucs tout bêtes. Ça s'inscrit, pour ça je vais vous lire un peu tout. Ça s'adresse à tous les consommateurs de produits psychoactifs, alcool et cannabis compris, qu'ils soient usagers récréatifs ou problématiques. Elle doit aussi s'adresser à ceux qui expérimentent des drogues illicites, afin que leur choix soit informé, et on trouve aux plus jeunes. Hein? Il y a un petit truc, aux plus jeunes. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est que les personnes accueillies dans les centres d'accompagnement d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usage de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. Article L. Mais on n'a pas encore la notion d'âge. Par contre, j'étais un petit peu plus loin. Il y a le décret de 1989 qui reprend le décret de 60, qui modifiait le décret de 72 sur les seringues, qui était normalement pas. Enfin, le décret de 72 interdisait la vente libre des seringues et la distribution libre des seringues. Et le décret de 89 qui annule le décret de 72, il précise ça comme ça. Les seringues peuvent être désormais délivrées en pharmacie sans ordonnance à des personnes âgées de plus de 18 ans au moins. Au moins. Hein? Sans obligation de justificatif d'identité, ni de remise de commande. Bon, ok. Ça ne nous éclaire pas beaucoup plus. J'ai été voir les pharmaciens, je leur dis, mais comment vous faites? Comment on fait? On espère qu'il a 18 ans. Voilà. Alors, juste, c'est très compliqué. Si tu permets, juste de t'interrompre 30 secondes, parce que le décret de 72, c'est un truc fondamental, en fait. C'est à cause de ce décret, en fait, qu'on a deux épidémies majeures qui ont été parmi les plus sauvages en Europe. Hein. Donc, c'est le décret qui a suspendu, qui a interdit la délivrance de seringues dans les pharmacies, en fait. Alors, ce n'était pas interdit au sens littéral, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une ordonnance et il fallait délivrer une pièce d'identité. Voilà. Donc, en fait, ce qui faisait qu'effectivement, l'usage de drogue étant prohibé, évidemment, que les gens ne sont pas idiots, et donc ils ne venaient pas délivrer leur identité pour dire « je suis un délinquant ». Mais au sens strict, le décret 72, c'est ça. Et alors, le décret Barzac de 87, qui est revenu sur le décret de 72, qui a suspendu le décret de 72, il l'a suspendu, sauf dans sa disposition concernant les mineurs. C'est-à-dire que dans le décret de 72, il y avait aussi une disposition qui interdisait la délivrance aux mineurs. Du fait que les gens donnaient leur identité, c'était évident à vérifier. Mais dans le décret Barzac, dans la mesure où on ne demande plus le papier d'identité, ça devient effectivement un flou artistique total. Et en sachant que si on prend un CARUD ou même un pharmacien, il n'est pas habilité à demander une carte d'identité. Non plus, ça. Donc qu'est-ce qui pourrait nous gêner d'accueillir les jeunes dans les CARUD ou de leur donner du matériel fonctionnel? Alors, article, si vous voulez, je vous l'ai dit, mais c'est article 227-18 du Code pénal. Le fait de provoquer directement un mineur à faire usage illicite de stupéfiants est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Putain, ça fait cher. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans, de moins de 15 ans, et que les faits sont commis à l'intérieur, c'est ce que tu disais, d'un établissement scolaire ou éducatif. Donc, nous, on est quand même des établissements médicaux, sociaux, éducatifs. Ou à l'occasion des entrées et des sorties des élèves aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de 7 ans d'emprisonnement et à 150 000. Bon, là, déjà, on est un petit peu plus emmerdé pour travailler avec les mineurs.
en sachant qu'on ne sait même pas s'ils sont mineurs, puisqu'on n'a pas de carte d'identité. Après, on peut aller sur du côté de la protection de l'enfance. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre en premier? Bon, il faut savoir que tout travailleur social, comme tout citoyen, peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. C'est l'article 223.6 du Code pénal. Peine encourue, 6 ans de prison et 75 000 € d'amende. Qu'est-ce qu'une personne en danger? Alors, l'enfance en danger. Alors, je vais vous prendre un tout petit truc, un guide technique à l'usage des professionnels édité par le Conseil général de l'Oise. Qu'est-ce qu'il dit sur l'enfance en danger? Alors, des conditions de vie non adaptées ou dégradées à son environnement familial ou ses relations familiales. Un environnement social le soutenant dans des influences préjudiciables pour son développement, privant de soins et une éducation adaptée à ses besoins. Contexte de violence banalisé. Donc, c'est vrai que si on rencontre des jeunes qui vivent en squat, déjà, ses propres conduites. Tiens. Délinquance, fugue, toxicomanie, tentative de suicide. Ok. Donc, si je rencontre quelqu'un qui a moins de 18 ans, qui est toxicomane, je suis dans l'obligation d'en faire un signalement. Bon, il y a d'autres trucs. Il y a un autre guide, alors celui, c'est celui de l'Ardèche. Il parle d'enfants en souffrance, mais qui demande à faire signalement. Il s'agit d'enfants non directement victimes d'un environnement familial maltraitant, mais qui peut être au demeurant un enfant aimé, soigné, il souffre des conditions d'exigence, nanana. Donc, voilà ce qu'ils disent. Un enfant en souffrance, c'est un enfant dont la vie familiale est perturbée, séparation, divorce, recomposition, nanana. Enfant qui commet des actes de prédélinquance, enfant toxicomane, suicidaire ou familier des conduites à risque. Donc, en tant que travailleur social, un enfant repéré comme toxicomane sera tenu d'être un enfant en danger, donc placé sous la responsabilité d'un juge pour enfants, ou en tous les cas du représentant de l'aide sociale à l'enfance du département. Et en plus, s'il a moins de 15 ans, alors là, on n'en a même pas le choix, c'est une obligation légale. Et si on ne le fait pas, on est puni, quoi. Donc voilà, c'est des questions que je voulais partager avec vous, parce que là, aujourd'hui, on fait quoi? Est-ce que quand quelqu'un vient chez nous, est-ce qu'on doit d'abord voir un usager? Ou est-ce qu'on doit voir une personne, et qui peut être adolescent de moins de 18 ans? Ou les deux? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On fait notre travail de RDR, ça veut dire qu'on va travailler la réduction des risques, mais je dis au sens large, de la réduction des risques. Ou est-ce que j'appelle le procureur et je dis, ben voilà, j'en ai un, il est devant moi, venez le chercher? Ou les deux? Mais je me vois mal faire de la réduction des risques avec le procureur à côté. Et par expérience, on sait que ça ne fonctionne pas. Si vous avez appelé une fois, rien qu'une fois, et que ça se sait, vous n'avez plus personne qui vient. En tous les cas, plus personne déjà. Et vous ne le reverrez plus. Donc le travail que vous avez commencé avec lui, il est foutu. Est-ce qu'on va à la rencontre des jeunes? Alors quand je dis des jeunes, c'est parce que comme on n'a pas le droit de demander la carte d'identité, on va dire les jeunes. Ils peuvent avoir 14 ans, mais ils peuvent en avoir 20. Et vous avez des jeunes de 20 qui en paraissent 14 et des jeunes de 14 qui en paraissent 20. C'est là aussi toute la complication. Est-ce qu'on va à la rencontre des jeunes ou on attend? Tu as 18 ans? Ah bah, tu peux venir. Plus tard. Est-ce qu'on demande la carte d'identité? Ça veut dire qu'on devient flic? Ça veut dire que toi, tu as le droit à la RDR parce que tu as moins de 18 ans, toi, tu n'as pas le droit parce que tu as... Non, enfin, c'est le contraire, excusez-moi. Toi, tu as le droit à la RDR parce que tu as plus de 18 ans, toi, tu n'as pas le droit parce que tu as moins de 18 ans. Ou est-ce qu'on ignore complètement les pratiques, on passe notre chemin, et puis on espère les retrouver majeurs en bonne santé, sans trop de dégâts, sans être contaminé VIH et VIH. Voilà, c'est des questions que je pose. J'ai pas de réponse. Nous, j'allais dire sur le carreau de Rouen, j'allais dire moi en tant que responsable, j'y vais par à coup. C'est vrai que je me pose pas le souci, par exemple en festif, je me le pose pas. Vous accueillez. Sur le carreau de Mai, c'est plus compliqué. Ça devient encore plus compliqué quand on veut faire une aide à l'injection, par exemple, ou une démonstration de l'injection. Ça ne veut pas dire qu'on dit non, mais à chaque fois, ça se propose cette question, voilà. Qu'est-ce que je fais subir aux gens qui travaillent avec moi? Qu'est-ce que je fais subir à l'institution? Parce qu'en fin de compte, ce que je vous parle, c'est plutôt du côté de l'institution. Parce que du côté du jeune, on est partant, on y va. Mais qu'est-ce que je fais subir à l'institution? Et l'institution qui veut dire que je fais subir aussi à tous ceux qui travaillent en réduction des risques.
Donc voilà, c'est des questions que je voulais partager avec vous, parce qu'au départ, je ne voulais pas intervenir. J'ai simplement envoyé un petit mail à aux AFR en disant « Vous pouvez parler des moins de 18 ans ?» À l'AFR. À l'AFR, excusez-moi. Vous pouvez parler des moins de 18 ans. Ils m'ont dit « Ok, viens. » Voilà. Non, mais merci. Hein. Merci. Oui, parce qu'effectivement, ça pose des questions à la fois réglementaires et des questions éthiques. Et des problématiques aussi. Voilà, bon. Et puis, tu as un truc que tu n'as pas évoqué, mais il y a les mineurs en fugue aussi. Oui. C'est-à-dire que, bon, là, ils sont vraiment dans une situation objective où la police est déjà fait partie des parties prenantes. Et je crois que si tu as une facilitation d'une manière quelconque à prolonger la fugue, tu peux être incriminé. Ça me fait penser à une anecdote. Je vais vous la raconter parce qu'elle vaut le coup. Mineur en fugue, il nous le dit. Il nous fait confiance, il nous le dit. On lui dit, tiens, ça serait peut-être bien que tu recontactes ton éduc. C'est un éduc PJJ, je crois. Tu recontactes ton éduc PJJ et on va le faire avec toi. Ça veut dire qu'on va te mettre en relation, nanana. On contacte d'abord l'éduc PJJ, on ne donne pas de nom, on dit on sait que, nanana. Le mec nous dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je veux bien le rencontrer, il n'y aura pas de souci. On décide le jeune, alors qu'il consommait, qui venait chez nous. On lui dit, bah écoute, là, on va téléphoner à ton éduc, il va venir ici, il va te rencontrer, après tu fais ce que tu veux. Donc, un collègue téléphone, 10 minutes après, vous savez ce qu'il y avait? 2 quarts de flic. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, c'est des petits détails, mais ce jeune, ils ne l'ont pas eu. Ça veut dire que le duc PJJ ne l'a jamais revu, et nous non plus. Ça veut dire que c'est un jeune qui est dans la nature, et on ne voit plus. Donc c'est vrai qu'on est obligé de prendre des parties qui sont... Mais ça revient un peu l'atelier qu'il y avait un peu avant, qui était sur les salles de consommation et la consommation en carotte. On est obligé de prendre des parties qui sont des fois tellement borderline que... Bah, voilà, c'est des choses qu'on a envie de partager aussi avec les autres. Comment vous faites, vous Voilà.